Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis les chapitres 17 et 18 du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 17, où il est question de choses et d'autres pendant la traversée de Singapour à Hong Kong. Depuis ce jour, Passepartout et le détective se rencontrèrent fréquemment, mais l'agent se tint dans une extrême réserve vis-à-vis de son compagnon, et il n'essaya point de le faire parler. Une ou deux fois seulement, il entrevit M. Fogg, qui restait volontiers dans le grand salon du Rangoon, soit qu'il tint compagnie à Mademoiselle Aouda, soit qu'il jouât au whist, suivant son invariable habitude. Quant à Passepartout, il s'était pris très sérieusement à méditer sur le singulier hasard qui avait mis, encore une fois, Fix sur la route de son maître. Et, en effet, on eût été étonné à moins. Ce gentleman, très aimable, très complaisant à coup sûr, que l'on rencontre d'abord à Suez, qui s'embarque sur le Mongolia, qui débarque à Bombay, où il dit devoir séjourner, et que l'on retrouve sur le Rangoon, faisant route pour Hong Kong, en un mot, suivant pas à pas l'itinéraire de M. Fogg, cela valait la peine qu'on y réfléchît. Il y avait là une concordance au moins bizarre. À qui en avait ce Fix? Passepartout était prêt à parier ses babouches, il les avait précieusement conservées, que le Fix quitterait Hong Kong en même temps qu'eux, et probablement sur le même paquebot. Passepartout eut réfléchi pendant un siècle qu'il n'aurait jamais deviné de quelle mission l'agent avait été chargé. Jamais il n'eût imaginé que Phileas Fogg fût filé, à la façon d'un voleur, autour du globe terrestre. Mais comme il est dans la nature humaine de donner une explication à toute chose, voici comment Passepartout, soudainement illuminé, interpréta la présence permanente de Fix, et vraiment, son interprétation était fort plausible. En effet, suivant lui, Fix n'était et ne pouvait être qu'un agent lancé sur les traces de M. Fogg par ses collègues du Reform Club afin de constater que ce voyage s'accomplissait régulièrement autour du monde, suivant l'itinéraire convenu. C'est évident, se répétait l'honnête garçon, tout fier de sa perspicacité. C'est un espion que ces gentlemen ont mis à nos trousses. Voilà qui n'est pas digne. M. Fogg, si probe, si honorable, le faire épier par un agent. Ah, messieurs du Reform Club, cela vous coûtera cher. Passepartout, enchanté de sa découverte, résolut cependant de ne rien dire à son maître, craignant que celui-ci ne fût jamais blessé de cette défiance que lui montraient ses adversaires. Mais il se promit bien de gouailler Fix à l'occasion, à mots couverts et sans se compromettre. Le mercredi 30 octobre, dans l'après-midi, le Rangoon embouquait le détroit de Malacca, qui sépare la presqu'île de ce nom des terres de Sumatra. Des îlots montagneux, très escarpés, très pittoresques, dérobaient aux passagers la vue de la grande île. Le lendemain, à 4 heures du matin, le Rangoon avait gagné une demi-journée sur sa traversée réglementaire. Il relâcha à Singapour afin d'y renouveler sa provision de charbon. Phileas Fogg inscrivit cette avance à la colonne des gains, et cette fois, il descendit à terre, accompagnant Mademoiselle Aouda, qui avait manifesté le désir de se promener pendant quelques heures. Fix, à qui toute action de Fogg paraissait suspecte, le suivit sans se laisser apercevoir. Quant à Passepartout, qui riait in petto à voir la manœuvre de Fix, il alla faire ses emplettes ordinaires. L'île de Singapour n'est ni grande ni imposante d'aspect. Les montagnes, c'est-à-dire les profils, lui manquent. Toutefois, elle est charmante dans sa maigreur. C'est un parc coupé de belles routes. Un joli équipage, attelé de ces chevaux élégants qui ont été emportés de la Nouvelle-Hollande, transporta Mademoiselle Aouda et Phileas Fogg au milieu des massifs de palmiers à l'éclatant feuillage et de giroflées dont les clous sont formés du bouton même de la fleur entr'ouverte. Là, les buissons de poivriers remplaçaient les haies épineuses des campagnes européennes. Des sacoutiers, de grandes fougères avec leurs ramures superbes, variaient l'aspect de cette région tropicale. Des muscadiers au feuillage verni saturaient l'air d'un parfum pénétrant. Les singes, bandes alertes et grimaçantes, ne manquaient pas dans les bois, ni peut-être les tigres dans les jungles. À qui s'étonnerait d'apprendre que dans cette île, si petite relativement, ces terribles carnassiers ne fussent pas détruits jusqu'au dernier, on répondra qu'ils viennent de Malacca en traversant le détroit à la nage. Après avoir parcouru la campagne pendant 2 heures, Mademoiselle Aouda et son compagnon, qui regardaient un peu sans voir, rentrèrent dans la ville, vaste agglomération de maisons lourdes et écrasées, qu'entourent de charmants jardins où poussent des mangoustes, des ananas et tous les meilleurs fruits du monde.
À 10 heures, il revenait au paquebot, après avoir été suivi, sans s'en douter, par l'inspecteur, qui avait dû lui aussi se mettre en frais d'équipage. Passepartout les attendait sur le pont du Rangoon. Ce brave garçon avait acheté quelques douzaines de mangoustes, grosses comme des pommes moyennes, d'un brun foncé au dehors, d'un rouge éclatant au dedans, et dont le fruit blanc, en fondant entre les lèvres, procure aux vrais gourmets une jouissance sans pareille. Passepartout fut trop heureux de les offrir à mademoiselle Aouda, qui le remercia avec beaucoup de grâce. À 11 heures, le Rangoon ayant son plein de charbon, larguait ses amarres, et quelques heures plus tard, les passagers perdaient de vue ces hautes montagnes de Malacca, dont les forêts abritent les plus beaux tigres de la terre. 1300 milles environ séparent Singapour de l'île de Hong Kong, petit territoire anglais détaché de la côte chinoise. Phileas Fogg avait intérêt à la franchir en 6 jours au plus, afin de prendre à Hong Kong le bateau qui devait partir le 6 novembre pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon. Le Rangoon était fort chargé, de nombreux passagers s'étaient embarqués à Singapour, des Hindous, des Ceylandais, des Chinois, des Malais, des Portugais, qui, pour la plupart, occupaient les secondes places. Le temps, assez beau jusqu'alors, changea avec le dernier quartier de la lune. Il y eut grosse mer. Le vent souffla quelquefois en grande brise, mais très heureusement, de la partie du sud-est, ce qui favorisait la marche du steamer. Quand il était maniable, le capitaine faisait établir la voilure. Le Rangoon, gréé en briques, navigua souvent avec ses 2 huniers et sa misaine, et sa rapidité s'accrut sous la double action de la vapeur et du vent. C'est ainsi que l'on prolongea, sur une lame courte et parfois très fatigante, les côtes d'Annam et de Cochinchine. Mais la faute en était plutôt au Rangoon qu'à la mer, et c'est à ce paquebot que les passagers, dont la plupart furent malades, durent s'en prendre de cette fatigue. En effet, les navires de la Compagnie péninsulaire, qui font le service des mers de Chine, ont un sérieux défaut de construction. Le rapport de leur tirant d'eau en charge avec leur creux a été mal calculé, et par suite ils n'offrent qu'une faible résistance à la mer. Leur volume clos, impénétrable à l'eau, est insuffisant. Ils sont noyés, pour employer l'expression maritime, et en conséquence de cette disposition, il ne faut que quelques paquets de mer jetés à bord pour modifier l'allure. Ces navires sont donc très inférieurs, sinon par le moteur et l'appareil évaporatoire, du moins par la construction, au type des messagers français tels que l'Impératrice et le Cambodge. Tandis que suivant les calculs des ingénieurs, ceux-ci peuvent embarquer un poids d'eau égal à leur propre poids avant de sombrer, les bateaux de la Compagnie péninsulaire, le Golconda et le Coréa, et enfin le Rangoon, ne pourraient pas embarquer le 6e de leur poids sans couler par le fond. Donc, par le mauvais temps, il convenait de prendre de grandes précautions. Il fallait quelquefois mettre à la cape sous petite vapeur. C'était une perte de temps qui ne paraissait affecter Phileas Fogg en aucune façon, mais dont Passepartout se montrait extrêmement irrité. Il accusait alors le capitaine, le mécanicien, la compagnie, et envoyait au diable tous ceux qui se mêlent de transporter des voyageurs. Peut-être aussi la pensée de ce bec de gaz qui continuait de brûler à son compte dans la maison de Saville Row entrait-elle pour beaucoup dans son impatience. « Mais vous êtes donc bien pressé d'arriver à Hong Kong ?» lui demanda un jour le détective. « Très pressé, » répondit Passepartout. « Vous pensez que M. Fogg a hâte de prendre le paquebot de Yokohama ? Une hâte effroyable. Vous croyez donc maintenant à ce singulier voyage autour du monde ? Absolument. Et vous, monsieur Fix ? Moi ? Je n'y crois pas. Farceur, répondit Passepartout en clignant de l'œil. Ce mot laissa l'agent rêveur. Ce qualificatif l'inquiéta, sans qu'il sût trop pourquoi. Le Français l'avait-il deviné ? Il ne savait trop que penser, mais sa qualité de détective, dont seul il avait le secret, comment Passepartout aurait-il pu la reconnaître ? Et cependant, en lui parlant ainsi, Passepartout avait certainement eu une arrière-pensée. Il arriva même que le brave garçon alla plus loin un autre jour, mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait tenir sa langue. « Voyons, monsieur Fix, demanda-t-il à son compagnon d'un ton malicieux, est-ce que, une fois arrivé à Hong Kong, nous aurons le malheur de vous y laisser ? » « Mais, répondit Fix assez embarrassé, je ne sais, peut-être que... Ah, dit Passepartout, si vous nous accompagniez, ce serait un bonheur pour moi. Voyons, un agent de la Compagnie péninsulaire ne saurait s'arrêter en route. Vous n'alliez qu'à Bombay, et vous voici bientôt en Chine. L'Amérique n'est pas loin, et de l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. Fix regardait attentivement son interlocuteur, qui lui montrait la figure la plus aimable du monde, et il prit le parti de rire avec lui. Mais celui-ci, qui
qui était en veine, lui demanda si ça lui rapportait beaucoup ce métier. Oui et non, répondit Fix sans sourciller. Il y a de bonnes et de mauvaises affaires, mais vous comprenez bien que je ne voyage pas à mes frais. Oh, bah, pour cela, j'en suis sûr, s'écria Passepartout, riant de plus belle. La conversation finie, Fix rentra dans sa cabine et se mit à réfléchir. Il était évidemment deviné. D'une façon ou d'une autre, le Français avait reconnu sa qualité de détective. Mais avait-il prévenu son maître? Quel rôle jouait-il dans tout ceci? Était-il complice ou non? L'affaire était-elle éventée et par conséquent manquée? L'agent passa là quelques heures difficiles, tantôt croyant tout perdu, tantôt espérant que Fogg ignorait la situation, enfin ne sachant quel parti prendre. Cependant, le calme se rétablit dans son cerveau et il résolut d'agir franchement avec Passepartout. S'il ne se trouvait pas dans les conditions voulues pour arrêter Fogg à Hong Kong, et si Fogg se préparait à quitter définitivement cette fois le territoire anglais, lui, Fix, dirait tout à Passepartout. Ou le domestique était le complice de son maître, et celui-ci savait tout, et dans ce cas l'affaire était définitivement compromise, ou le domestique n'était pour rien dans le vol, et alors son intérêt serait d'abandonner le voleur. Telle était donc la situation respective de ces deux hommes, et, au-dessus d'eux, Phileas Fogg planait dans sa majestueuse indifférence. Il accomplissait rationnellement son orbite autour du monde, sans s'inquiéter des astéroïdes qui gravitaient autour de lui. Et cependant, dans le voisinage, il y avait, suivant l'expression des astronomes, un astre troublant qui aurait dû produire certaines perturbations sur le cœur de ce gentleman. Mais non, le charme de Mademoiselle Aouda n'agissait point, à la grande surprise de Passepartout, et les perturbations, si elles existaient, eussent été plus difficiles à calculer que celles d'Uranus qui ont amené la découverte de Neptune. Oui, c'était un étonnement de tous les jours pour Passepartout, qui lisait tant de reconnaissance envers son maître dans les yeux de la jeune femme. Décidément, Phileas Fogg n'avait de cœur que ce qu'il en fallait pour se conduire héroïquement, mais amoureusement, non. Quant aux préoccupations que les chances de ce voyage pouvaient faire naître en lui, il n'y en avait pas trace. Mais Passepartout, lui, vivait dans des transes continuelles. Un jour appuyé sur la rambarde de l'engine room, et il regardait la puissante machine qui s'emportait parfois, quand dans un violent mouvement de tangage, l'hélice s'affolait hors des flots. La vapeur fusait alors par les soupapes, ce qui provoqua la colère du digne garçon. « Elles ne sont pas assez chargées, ces soupapes !» s'écria-t-il. « On ne marche pas. Voilà bien ces Anglais. Ah, si c'était un navire américain, on sauterait peut-être, mais on irait plus vite. » Chapitre 18, dans lequel Phileas Fogg, Passepartout, Fix, chacun de son côté, va à ses affaires. Pendant les derniers jours de la traversée, le temps fut assez mauvais. Le vent devint très fort. Fixé dans la partie du nord-ouest, il contraria la marche du paquebot. Le Rangoon, trop instable, roula considérablement, et les passagers furent en droit de garder rancune à ces longues lames affadissantes que le vent soulevait du large. Pendant les journées du 3 et du 4 novembre, ce fut une sorte de tempête. La bourrasque battit la mer avec véhémence. Le Rangoon dut mettre à la cape pendant un demi-jour, se maintenant avec 10 tours d'hélice seulement, de manière à biaiser avec les lames. Toutes les voiles avaient été serrées, et c'était encore trop de ces agrès qui sifflaient au milieu des rafales. La vitesse du paquebot, on le conçoit, fut notablement diminuée, et l'on put estimer qu'il arriverait à Hong Kong avec 20 heures de retard sur l'heure réglementaire, et plus même si la tempête ne cessait pas. Phileas Fogg assistait à ce spectacle d'une mer furieuse, qui semblait lutter directement contre lui, avec son habituelle impassibilité. Son front ne s'assombrit pas un instant, et cependant, un retard de 20 heures pouvait compromettre son voyage en lui faisant manquer le départ du paquebot de Yokohama. Mais cet homme sans nerfs ne ressentait ni impatience, ni ennui. Il semblait vraiment que cette tempête rentrât dans son programme, qu'elle fût prévue. Mademoiselle Aouda, qui s'entretint avec son compagnon de ce contretemps, le trouva aussi calme que par le passé. Fix, lui, ne voyait pas ces choses du même œil. Bien au contraire, cette tempête lui plaisait. Sa satisfaction aurait même été sans borne si le Rangoon eût été obligé de fuir devant la tourmente. Mais ces retards lui allaient, car il obligerait le sieur Fogg à rester quelques jours à Hong Kong. Enfin, le ciel, avec ses rafales et ses bourrasques, entrait dans son jeu. Il était bien un peu malade, mais qu'importe, il ne comptait pas ses nausées, et quand son corps se tordait sous le mal de mer, son esprit s'ébaudissait d'une immense satisfaction. Quant à Passepartout, on devine dans quelle colère peu dissimulée il passa ce temps d'épreuve.
Jusqu'alors, tout avait si bien marché. La terre et l'eau semblaient être à la dévotion de son maître. Steamer et Railways lui obéissaient. Le vent et la vapeur s'unissaient pour favoriser son voyage. L'heure des mécomptes avait-elle donc enfin sonné? Passepartout, comme si les 20 000 livres du pari eussent dû sortir de sa bourse, ne vivait plus. Cette tempête l'exaspérait, cette rafale le mettait en fureur, et il eût volontiers fouetté cette mère désobéissante. Pauvre garçon! Fix lui cacha soigneusement sa satisfaction personnelle, et il fit bien, car si Passepartout eût deviné le secret contentement de Fix, Fix eût passé un mauvais quart d'heure. Passepartout, pendant toute la durée de la bourrasque, demeura sur le pont du Rangon. Il n'aurait pu rester en bas, il grimpait dans la mâture. Il étonnait l'équipage et aidait à tous avec une adresse de singe. 100 fois il interrogea le capitaine, les officiers, les matelots, qui ne pouvaient s'empêcher de rire en voyant un garçon si décontenancé. Passepartout voulait absolument savoir combien de temps durerait la tempête. On le renvoyait alors au baromètre, qui ne se décidait pas à remonter. Passepartout secouait le baromètre, mais rien n'y faisait, ni les secousses, ni les injures dont il accablait l'irresponsable instrument. Enfin, la tourmente s'apaisa. L'état de la mer se modifia dans la journée du 4 novembre. Le vent sauta de 2/4 dans le sud et redevint favorable. Passepartout se rasséréna avec le temps. Les huniers et les basses-voiles purent être établis, et le Rangon reprit sa route avec une merveilleuse vitesse. Mais on ne pouvait regagner tout le temps perdu. Il fallait bien en prendre son parti, et la terre ne fut signalée que le 6 à 5 heures du matin. L'itinéraire de Phileas Fogg portait l'arrivée du paquebot au 5. Or, il n'arrivait que le 6. C'était donc 24 heures de retard, et le départ pour Yokohama serait donc nécessairement manqué. À 6 heures, le pilote monta à bord du Rangon et prit place sur la passerelle afin de diriger le navire à travers des passes jusqu'au port de Hong Kong. Passepartout mourait du désir d'interroger cet homme et de lui demander si le paquebot de Yokohama avait quitté Hong Kong. Mais il n'osait pas, aimant mieux conserver un peu d'espoir jusqu'au dernier instant. Il avait confié ses inquiétudes à Fix, qui, le fin renard, essayait de le consoler en lui disant que M. Fogg en serait quitte pour prendre le prochain paquebot, ce qui mettait Passepartout dans une colère bleue. Mais si Passepartout ne se hasarda pas à interroger le pilote, M. Fogg, après avoir consulté son Bradshaw, demanda de son air tranquille au dit pilote s'il savait quand il partirait un bateau de Hong Kong pour Yokohama. « Demain, à la marée du matin, répondit le pilote. « Ah !» fit M. Fogg sans manifester aucun étonnement. Passepartout, qui était présent, eût volontiers embrassé le pilote, auquel Fix aurait voulu tordre le cou. « Quel est le nom de ce steamer » demanda M. Fogg. « Le Carnatic, » répondit le pilote. « N'est-ce pas hier qu'il devait partir ?»« Oui, monsieur, mais on a dû réparer une de ses chaudières et son départ a été remis à demain. »« Je vous remercie, » répondit M. Fogg, qui de son pas automatique redescendit dans le salon du Rangon. Quant à Passepartout, il saisit la main du pilote et l'étreignit vigoureusement en disant « Vous, pilote, vous êtes un brave homme. » Le pilote ne sut jamais sans doute pourquoi ces réponses lui valurent cette amicale expansion. À un coup de sifflet, il remonta sur la passerelle et dirigea le paquebot au milieu de cette flottille de jonques, de tankasses, de bateaux pêcheurs, de navires de toutes sortes qui encombraient les pertuis de Hong Kong. À 1 heure, le Rangoon était à quai et les passagers débarquaient. En cette circonstance, le hasard avait singulièrement servi Phileas Fogg. Il faut en convenir, sans cette nécessité de réparer ses chaudières, le Carnatic fut parti à la date du 5 novembre et les voyageurs pour le Japon auraient dû attendre pendant 8 jours le départ du paquebot suivant. M. Fogg, il est vrai, était en retard de 24 heures, mais ce retard ne pouvait avoir de conséquences fâcheuses pour le reste du voyage. En effet, le steamer qui fait de Yokohama à San Francisco la traversée du Pacifique était en correspondance directe avec le paquebot de Hong Kong, et il ne pouvait partir avant que celui-ci fût arrivé. Évidemment, il y aurait 24 heures de retard à Yokohama, mais pendant les 22 jours que dure la traversée du Pacifique, il serait facile de les regagner. Phileas Fogg se trouvait donc, à 24 heures près, dans les conditions de son programme, 35 jours après avoir quitté Londres. Le Carnatic ne devant partir que le lendemain matin à 5 heures, M. Fogg avait devant lui 16 heures pour s'occuper de ses affaires, c'est-à-dire de celles qui concernaient Mademoiselle Aouda. Au débarquer du bateau, il offrit son bras à la jeune femme et la conduisit vers un palanquin. Il demanda au porteur de lui indiquer un hôtel, et ceux-ci lui désignèrent l'hôtel du club. Le palanquin se mit en route, suivi de Passepartout, et 20 minutes après, il arriva à destination. Un appartement fut retenu pour la jeune femme, et Phileas Fogg veilla à ce qu'elle ne manquât de rien.
Puis il dit à mademoiselle Aouda qu'il allait immédiatement se mettre à la recherche de ses parents, aux soins duquel il devait la laisser à Hong Kong. En même temps, il donnait à Passepartout l'ordre de demeurer à l'hôtel jusqu'à son retour, afin que la jeune femme n'y restât pas seule. Le gentleman se fit conduire à la bourse. Là, on connaîtrait immanquablement un personnage tel que l'honorable Gigi, qui comptait parmi les plus riches commerçants de la ville. Le courtier auquel s'adressa M. Fogg connaissait en effet le négociant par-ci. Mais depuis 2 ans, celui-ci n'habitait plus la Chine. Sa fortune faite, il s'était établi en Europe, en Hollande croyait-on, ce qui s'expliquait par suite de nombreuses relations qu'il avait eues avec ce pays pendant son existence commerciale. Phileas Fogg revint à l'hôtel du club. Aussitôt il fit demander à mademoiselle Aouda la permission de se présenter devant elle, et sans autre préambule, il lui apprit que l'honorable Gigi ne résidait plus à Hong Kong, et qu'il habitait vraisemblablement la Hollande. À cela, mademoiselle Aouda ne répondit rien d'abord. Elle passa sa main sur son front et resta quelques instants à réfléchir. Puis de sa voix douce: « Que dois-je faire, monsieur Fogg ?» dit-elle. « C'est très simple, répondit le gentleman. « Revenir en Europe. »« Mais je ne puis abuser. »« Vous n'abusez pas, et votre présence ne gêne en rien mon programme. »« Passepartout. »« Monsieur, répondit Passepartout. »« Allez au Carnatic, retenez 3 cabines. » Passepartout, enchanté de continuer son voyage dans la compagnie de la jeune femme, qui était fort gracieuse pour lui, quitta aussitôt l'hôtel du club. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour la suite de l'histoire, les chapitres 19 et 20. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Ciao!